Léa Fournier avait l'art de se fondre dans le décor. Au lycée Saint-Germain, niché dans le paisible quartier d'Aix-en-Provence, elle arpentait les couloirs sans se faire remarquer, sa silhouette fine noyée dans de larges gilets. Ses cheveux châtain roux, un voile sur son visage. Peu d'élèves lui prêtaient attention, ceux qui le faisaient la voyaient comme une fille timide, discrète, qui aimait la solitude. À leur insu, Léa se déplaçait avec l'aisance étudiée de quelqu'un d'entraîné à observer avant d'agir. Son attitude apparemment effacée dissimulait une vigilance aiguisée par des années de pratiques rigoureuses d'autodéfense, un monde à part de la simple timidité. La manière décontractée dont elle tenait ses mains, l'examen automatique des sorties, en entrant dans une pièce, c'étaient des habitudes nées d'un entraînement discipliné. 3 mois après la rentrée, Léa se sentait toujours comme une étrangère. Déménager à Aix, après le nouveau poste de sa mère, avait été difficile, surtout pour s'intégrer au clan de Saint-Germain. Les drames incessants de ses camarades ne l'intéressaient pas. Elle préférait ses études et les appels vidéo occasionnels avec sa sœur aînée, infirmière humanitaire à l'étranger. L'étincelle initiale jaillit dans le hall d'entrée animé du lycée, un mercredi matin. Léa était assise près d'un ficus géant en pot, dégustant une simple viennoiserie tout en étant absorbée par un livre sur les techniques d'arts martiaux, lorsque la voix immanquable de Chloé Dubois résonna dans l'espace ouvert. Chloé était l'opposé de Léa, grande, populaire, attirant l'attention sans effort apparent. Elle était capitaine de l'équipe de cheerleading et rayonnait de l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais connu l'incertitude. « Regardez la nouvelle », annonça Chloé, sa voix portant pour que tout le monde l'entende. « Toujours en solo à ce que je vois. C'est quoi ce bouquin? Comment devenir populaire pour les nuls ?» Sa cour, Marine Lefebvre et Camille Bernard éclata de rire, leur voix perçant comme une volée de moqueurs. Léa ne leva pas les yeux, mais ses doigts se crispèrent autour de son livre. Elle avait déjà croisé des brutes. La meilleure tactique était toujours de les ignorer, de leur refuser la satisfaction d'une réaction. Pourtant, le ton de Chloé, la manière possessive dont elle parlait comme si elle régnait sur le lycée, fit se resserrer la prise de Léa sur le livre. « Je te parle », insista Chloé, un ton tranchant se faisant entendre alors que Léa restait impassible. C'est impoli d'ignorer quelqu'un qui essaie d'être sympa. Marine, une fille nerveuse aux yeux bleus perçants, intervint. « Peut-être qu'elle ne nous entend pas. Peut-être qu'elle est perdue dans son petit livre. » La remarque provoqua davantage de rire, et Léa sentit son pouls s'accélérer. Elle ne savait rien de sa vie personnelle, mais leurs remarques perfides la piquèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pourtant, elle resta silencieuse, tournant délibérément une page. Cela sembla exaspérer Chloé davantage. Elle se leva de son siège, les pieds métalliques grinçant contre le sol ciré, et commença à marcher vers Léa. Le hall d'entrée tomba dans ce silence tendu qui annonce une confrontation imminente. « Hé, je te parle !» répéta Chloé, dominant maintenant la table de Léa. Elle tendit la main et referma le livre brutalement, le bruit soudain résonnant dans l'espace silencieux. « Quand quelqu'un essaie d'être gentil, tu devrais répondre. » Léa leva les yeux, ses yeux noisettes rencontrant ceux de Chloé avec un regard fixe qui fit momentanément hésiter Chloé. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Pas de la peur, pas de la rage, mais une évaluation calculatrice qui donnait à Chloé l'impression d'être mesurée par quelqu'un qui voyait à travers sa façade. « Je t'ai entendu », dit Léa doucement, son ton maîtrisé rendant les mots plus troublants qu'un cri. « J'ai juste rien à te dire. » Le rejet déstabilisa clairement Chloé. Elle était habituée aux réactions, larmes, défis, colère. Mais cette indifférence calme était nouvelle. Cela la faisait se sentir diminuée et cela alimentait sa colère. « Tu te crois supérieure à nous ?» demanda-t-elle, sa voix s'élevant. « Ce n'est pas parce que t'es une solitaire que tu peux faire comme si t'étais trop bien pour ce lycée. » Léa se pencha pour récupérer son livre, ses mouvements gracieux et précis. « Je n'ai jamais dit que j'étais meilleure que qui que ce soit.
répondit-elle, toujours de cette voix douce. « Je veux juste lire tranquille. » Mais Chloé n'en avait pas fini. Quelque chose dans le calme de Léa, dans la façon dont elle refusait de lui donner la réaction qu'elle désirait, donnait à Chloé l'impression de perdre la face devant tout le monde. Elle tendit la main et balaya l'assiette de Léa de la table, en voyant la viennoiserie valser sur le sol. « Oups !» dit-elle avec une fausse innocence. « On dirait que t'as fait des miettes. Tu devrais peut-être nettoyer ça. » Le hall d'entrée était silencieux, chaque élève regardant pour voir ce qui allait se passer ensuite. Léa regarda les miettes éparpillées de sa viennoiserie, puis de nouveau Chloé. Pendant une fraction de seconde, quelque chose vacilla dans ses yeux, un éclair de quelque chose qui fit inconsciemment reculer Marine et Camille. Puis cela disparut, et Léa était simplement de nouveau la nouvelle fille tranquille. Elle se leva, ramassa ses affaires et quitta le hall d'entrée sans un mot, laissant Chloé debout là, sa victoire semblant étrangement creuse. Alors qu'elle s'éloignait, plusieurs élèves remarquèrent quelque chose que Chloé avait manqué. La démarche de Léa était différente. Pas l'allure affaissée d'une victime vaincue, mais la foulée délibérée de quelqu'un qui réfléchissait, planifiait, attendait son heure. Les incidents se firent plus fréquents au cours des semaines suivantes. Chloé semblait déterminée à rendre la vie de Léa misérable, comme si son refus de céder était un défi qu'elle ne pouvait ignorer. Elle bousculait Léa dans les couloirs, assez fort pour lui faire tomber ses livres, mais pas assez fort pour justifier une réprimande. Elle faisait des remarques perfides sur ses vêtements, sa manière d'être discrète, son manque d'amis. Marine et Camille suivaient son exemple, créant un triangle de harcèlement qui semblait piéger Léa partout où elle allait. Elle la serrait près de son casier, bloquant son accès. Elle réservait des places en classe, puis déplaçait leur sac à la dernière seconde, la forçant à s'asseoir seule. Les professeurs semblaient ne rien remarquer, ou peut-être choisissaient-ils de l'ignorer. Monsieur Durand, le professeur d'histoire, s'éclaircissait la gorge lorsque Chloé faisait ses remarques, mais il n'intervenait jamais directement. Madame Leclerc, qui enseignait le français, semblait penser que les filles étaient juste en train de plaisanter lorsqu'elle proposait d'aider Léa avec ses devoirs, manquant complètement le sarcasme. Cependant, une professeure remarqua tout. Madame Simoneau enseignait l'histoire de l'art avancé et était à Saint-Germain depuis 5 ans. Elle était jeune, probablement dans sa fin de la vingtaine, avec un style original qui privilégiait les robes vintage et les bijoux audacieux. Elle portait ses cheveux foncés en tresse et avait une manière de parler apaisante et attentive qui rappelait à Léa certains des instructeurs qu'elle avait eus à ses cours d'autodéfense. Madame Simoneau avait observé la situation se dérouler avec une inquiétude croissante. Elle reconnaissait les signes, la façon dont Léa se tenait, les réponses maîtrisées, la manière calculée dont elle se déplaçait dans le lycée. Plus important encore, elle reconnaissait l'éclat dans les yeux de Chloé, la nature croissante de son comportement et la façon dont les autres élèves commençaient à considérer le harcèlement comme un divertissement. Madame Simoneau fut la première à remarquer le foulard en soie. Léa avait commencé à le porter début novembre, alors que le temps d'Aix-en-Provence devenait frais. C'était une belle pièce vintage, de la soie vert émeraude avec des motifs floraux complexes, clairement une possession précieuse. Le foulard était long et fluide, et Léa le portait drapé autour de son cou, rentré dans son gilet. Madame Simoneau avait une passion pour les textiles et reconnut immédiatement le foulard. C'était un motif rare d'un artisan renommé, le genre qui avait une valeur sentimentale. Le fait que Léa le portait suggérait qu'il appartenait à quelqu'un de spécial, quelqu'un qu'elle admirait. Le foulard devint une autre cible pour le harcèlement de Chloé. Elle faisait des commentaires sur le fait qu'il était démodé, sur le fait que Léa essayait d'avoir l'air sophistiqué alors qu'elle était clairement juste une campagnarde. Elle tirait sur les extrémités du foulard lorsqu'elle la croisait dans le couloir ou l'attrapait lorsque Léa était à son casier. « C'est quoi ce chiffon ?» disait-elle. « Tu essaies de faire la précieuse ?»
La réaction de Léa était toujours la même, le silence, ce regard inébranlable, puis elle continuait avec ce qu'elle faisait. Mais Madame Simoneau remarqua que sa mâchoire se crispait lorsque Chloé mentionnait le foulard, et ses mains se fermaient en poing avant qu'elle ne les détende consciemment. La goutte d'eau qui fit déborder le vase se produisit un mardi après-midi en décembre. Léa se dirigeait vers l'arrêt de bus après l'école, son sac à dos sur l'épaule, le foulard bien serré autour de son cou. Elle pensait aux vacances à venir, à l'appel vidéo qu'elle avait prévu avec sa sœur, au projet d'art qui était dû la semaine suivante. Elle ne vit pas Chloé, Marine et Camille avant qu'il ne soit trop tard. Elles attendaient près des ranges vélos, planifiant clairement cela. Alors que Léa passait devant, Chloé s'avança devant elle, bloquant son chemin. « Hé, la bourgeoise !» dit-elle, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Joli foulard, tu l'as trouvé où ?» À Emmaüs. Léa essaya de la contourner, mais Marine se déplaça pour la bloquer par la gauche, et Camille se déplaça par la droite. Elle l'avait piégée entre les ranges vélos et le lycée, sans issue facile. « Je t'ai posé une question, » continua Chloé, sa voix se durcissant. « Tu ne trouves pas que c'est impoli d'ignorer les gens ? Je veux juste rentrer chez moi, » dit Léa doucement, sa voix stable malgré la situation. « S'il vous plaît, bougez. » Mais Chloé était au-delà de la raison. Quelque chose dans le calme continu de Léa, son refus de montrer de la peur, la rongeait depuis des semaines. Elle tendit la main et attrapa le foulard, tirant Léa vers elle. « Tu te crois tellement cool avec ça ?» dit-elle, son visage à quelques centimètres de celui de Léa. « On va voir à quel point t'es vraiment cool. » Ce qui se passa ensuite serait chuchoté dans tout Saint-Germain pendant des semaines. Chloé tira fort sur le foulard, essayant de l'arracher du cou de Léa. La soie délicate, affaiblie par l'âge, ne put résister à la force. Le foulard se déchira, le bruit du tissu déchiré résonnant contre les murs. Mais c'est ce qui tomba du foulard déchiré qui fit s'arrêter Marine et Camille, net dans leur élan. Plusieurs petits animaux en bois, sculptés de manière complexe, tombèrent au sol, un ours, un loup, un oiseau, chacun méticuleusement façonné. Les figurines avaient été soigneusement rangées à l'intérieur du foulard, enveloppées dans du papier de soie comme des trésors précieux. Léa se laissa tomber à genoux, ramassant frénétiquement les figurines avec des mains tremblantes. Pour la première fois depuis son arrivée à Saint-Germain, son calme se brisa. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle serrait l'ours en bois contre sa poitrine. « C'étaient ceux de mon grand-père » sanglota-t-elle, sa voix se brisant. « Il les a sculptés pour moi. Il est parti maintenant. C'était tout ce qu'il me restait. » Les mots frappèrent les trois filles comme un coup de poing. Chloé resta figée, le foulard déchiré dans ses mains, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Marine et Camille avaient reculé, leur visage pâle de choc. Mais Chloé, au lieu de s'excuser, sembla paniquer à la vue des larmes de Léa. Dans son esprit, elle avait enfin obtenu la réaction qu'elle voulait, et une partie tordue d'elle se sentait vengée. « Eh bien, peut-être que tu ne devrais pas porter les affaires des morts à l'école, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « C'est un peu bizarre. » La cruauté du commentaire sembla briser quelque chose chez Léa. Elle leva les yeux vers Chloé. Ses yeux non plus tristes mais brûlants d'une fureur qui fit involontairement reculer les trois filles. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, » dit-elle, sa voix basse et dangereuse. « Aucune idée du tout. » Elle se leva lentement, le foulard déchiré tombant des doigts engourdis de Chloé. Alors qu'elle se levait, quelque chose de fondamental sembla changer dans sa posture. L'attitude timide avait disparu, remplacée par l'allure de quelqu'un d'entraîné à se tenir droit, à affronter des adversaires bien plus dangereux que des brutes de lycée. « Vous voulez savoir à propos de ces animaux ?» continua-t-elle, sa voix devenant plus forte. « Mon grand-père a sculpté chacun d'eux de ses propres mains. Il m'a appris que la force vient de la protection de ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Il m'a appris à défendre ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. C'était un homme bon. » Marine et Camille reculaient maintenant, sentant que quelque chose avait changé d'une manière qu'elles ne comprenaient pas. Mais Chloé, que ce soit par choc ou par fierté obstinée, resta sur ses positions. « Et alors ?»
dit-elle, bien que sa voix manquât de sa conviction habituelle. « Ça ne te donne pas le droit d'agir comme si t'étais meilleur que tout le monde. » Léa la regarda longuement, et quand elle parla de nouveau, sa voix était calme et maîtrisée. « Tu as raison sur une chose, j'ai agi comme si j'étais meilleur que toi, mais c'est parce que je suis meilleur que toi. Je suis meilleur que quelqu'un qui détruirait quelque chose, qui signifie le monde pour quelqu'un d'autre, juste pour se sentir puissant. » Elle commença à marcher vers Chloé, et quelque chose dans son mouvement fit écarquiller les yeux de Chloé. Ce n'était plus la démarche d'une victime, c'était l'avancée délibérée de quelqu'un qui avait été entraîné à neutraliser les menaces. « Tu veux savoir quoi d'autre ?» continua-t-elle, avançant toujours. « Je me suis retenue tout ce temps, non pas parce que j'ai peur de toi, mais parce qu'on m'a appris que la violence doit être un dernier recours, utilisée seulement lorsque toutes les autres options ont été épuisées. Mais tu viens de franchir une ligne que je ne peux ignorer. » Chloé réalisa enfin qu'elle avait de sérieux ennuis. La fille qui marchait vers elle n'était pas la victime timide qu'elle avait tourmentée. C'était quelqu'un qui se déplaçait avec une grâce fluide, quelqu'un dont le calme était bien plus effrayant que n'importe quelle explosion de colère. « Écoute, je ne voulais pas, » commença-t-elle, mais Léa la coupa. « Si tu voulais, » dit-elle simplement. « Tu voulais me blesser, m'humilier, me faire sentir aussi petite que tu te sens manifestement à l'intérieur. La différence, c'est que je sais comment gérer les brutes comme toi. » Elle était assez proche maintenant pour que Chloé puisse voir la fureur maîtrisée dans ses yeux. Sans avertissement, elle bougea, non pas avec les mouvements désordonnés d'une adolescente en colère, mais avec les mouvements précis et efficaces de quelqu'un d'entraîné aux arts martiaux. Son premier mouvement était trompeusement simple. Elle entra dans la portée de Chloé et lui donna un coup de pied rapide à la cheville, la déséquilibrant. Avant que Chloé ne puisse se rétablir, elle attrapa son bras et exécuta une clé de poignet classique, la forçant à s'agenouiller avec une douleur qui lui remontait dans le bras. « Ça s'appelle une clé de poignet », expliqua-t-elle d'un ton conversationnel, comme si elle donnait une leçon. « C'est conçu pour contrôler quelqu'un sans causer de dommages permanents. Plus tu résistes, plus ça fait mal. » Marine et Camille s'élancèrent en avant, mais les yeux de Léa se tournèrent vers elle avec une telle intensité qu'elle se figèrent. « Je ne vous le conseille pas, » dit-elle calmement. « Je peux gérer vous trois si je dois le faire, mais je préférerais éviter. Votre amie ici a compris la leçon, n'est-ce pas, Chloé ?» Chloé haletait et essayait d'acquiescer, la douleur dans son bras montrant clairement qu'elle était complètement à la merci de Léa. Autour d'elle, d'autres élèves s'étaient rassemblés pour regarder, leur visage montrant un mélange de crainte et de peur. « Je veux que tu comprennes quelque chose, » continua Léa, maintenant toujours la prise. « J'aurais pu faire ça à n'importe quel moment au cours des derniers mois. J'aurais pu mettre fin à ton petit jeu le premier jour où tu as décidé de faire de moi ta cible. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'on m'a appris que la violence doit être un dernier recours utilisé seulement lorsque toutes les autres options ont échoué. » Elle relâcha la prise et recula, permettant à Chloé de s'affaisser en avant, serrant son bras. Mais elle n'en avait pas fini. « Lève-toi », ordonna-t-elle, et quelque chose dans sa voix montrait clairement que ce n'était pas une demande. Chloé se leva avec difficulté, son visage pâle et sa respiration saccadée. Léa se tenait devant elle, n'étant plus la fille tranquille qui essayait de disparaître. Elle était quelqu'un qui avait été entraîné à commander le respect, à projeter l'autorité, à faire écouter les autres. « Tu as détruit quelque chose qui appartenait à mon grand-père », dit-elle, sa voix portant à travers la zone des ranges vélos. « Quelque chose qui représentait son amour, son talent, sa mémoire. Tu l'as fait parce que tu pensais que j'étais faible, parce que tu pensais que je ne riposterais pas. » Elle marqua une pause, laissant les mots s'imprégner. « Tu t'es trompé en pensant que j'étais faible. Mais tu avais raison en pensant que je ne voulais pas me battre. Je n'aime pas blesser les gens, même ceux qui le méritent. C'est ce qui me sépare de toi. » À présent, une foule s'était formée.
Les élèves qui avaient regardé Chloé tourmenter Léa pendant des mois la voyaient sous un jour complètement différent. Madame Simoneau était également arrivée, attirée par la commotion, mais elle n'intervint pas. Elle reconnaissait ce qui se passait, pas seulement une bagarre, mais une leçon qui devait être apprise. « Je veux que tu ramasses chaque morceau des sculptures de mon grand-père », continua Léa, sa voix stable et autoritaire. « Chaque figurine, chaque bout de bois. Et ensuite, je veux que tu t'excuses, pas auprès de moi, mais auprès de sa mémoire. » Chloé avait l'air de vouloir argumenter, mais quelque chose dans les yeux de Léa montrait clairement que ses options étaient limitées. Elle s'agenouilla et commença à ramasser les sculptures éparpillées, ses mouvements maladroits et hésitants. Marine et Camille restèrent figées, réalisant que leur amie avait choisi de se battre avec quelqu'un de bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. La fille qu'elles avaient aidé à tourmenter n'était pas seulement tranquille, elle était maîtrisée, disciplinée et capable d'une violence qu'elle ne pouvait même pas comprendre. Alors que Chloé lui tendait les figurines ramassées, Léa les prit avec respect. Elle examina chaque sculpture, comme si elle les voyait à nouveau. Puis elle regarda de nouveau Chloé et son expression s'adoucit légèrement. « Mon grand-père m'a appris que la force ne consiste pas à dominer les autres, » dit-elle doucement. « Il s'agit de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Il s'agit de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Tu pourrais en tirer des leçons. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta et regarda de nouveau les trois filles. « Ça s'arrête ici. Vous me laissez tranquille. Vous laissez les autres tranquilles, et peut-être que vous apprendrez à quoi ressemble la vraie force. Mais si jamais, et je veux dire jamais, vous décidez de cibler quelqu'un d'autre comme vous m'avez ciblé, vous découvrirez que j'ai beaucoup plus d'entraînement que ce que vous avez vu aujourd'hui. » La menace fut proférée sur le même ton calme et maîtrisé qu'elle avait utilisé tout au long de la confrontation, mais elle portait un poids qui fit hocher la tête rapidement aux trois filles. Alors que Léa s'éloignait, la foule s'écarta devant elle. La transformation était complète, n'étant plus la fille tranquille qui essayait de se fondre dans la masse, mais quelqu'un qui commandait le respect par la force, la discipline et le courage moral. Madame Simoneau la suivit, et lorsqu'elles furent hors de portée des autres élèves, elle parla doucement. « Ton grand-père serait fier, » dit-elle. Léa la regarda avec surprise, et Madame Simoneau sourit. « Je reconnais l'allure, l'entraînement, la façon dont tu as géré cette situation. Ton grand-père t'a bien enseigné. Il m'a appris que la force doit être utilisée pour protéger les gens, pas pour les blesser, » répondit Léa, faisant écho à ce qu'elle avait dit à Chloé. « Je ne voulais pas la blesser, je voulais juste qu'elle comprenne. Et maintenant, elle comprend, » dit Madame Simoneau. Parfois, la seule façon de gérer une brute est de lui montrer qu'elle s'est trompée de cible, mais tu as fait quelque chose de plus. Tu lui as montré que la vraie force vient de la retenue, de savoir quand se battre et quand s'éloigner. Au cours des semaines suivantes, l'atmosphère à Saint-Germain changea. Chloé, Marine et Camille semblaient avoir perdu leur goût pour le harcèlement, et les autres élèves commencèrent à traiter Léa avec respect et curiosité. Elle n'était plus invisible, les gens savaient qui elle était et ce qu'elle représentait. Plus importante encore, elle avait trouvé sa voie. Elle commença à participer en classe, offrant des idées qui s'inspiraient de ses expériences. Elle rejoignit le club d'autodéfense de l'école, où ses compétences firent d'elle un atout précieux. Elle lança même un programme de mentorat pour les élèves plus jeunes qui avaient été victimes de harcèlement, leur apprenant à se défendre. Le foulard déchiré était irréparable, mais Léa le garda avec les sculptures de son grand-père. Ils étaient un rappel du jour où elle avait appris à honorer sa mémoire, non seulement en chérissant ses cadeaux, mais en vivant selon les principes qu'il lui avait enseignés. Chloé, quant à elle, apprit une leçon qui resterait avec elle. Elle commença à voir que la vraie force ne consistait pas à rabaisser les autres, mais à les élever. Elle commença à faire du bénévolat dans un centre pour jeunes de la région, travaillant avec des enfants qui luttaient contre les mêmes insécurités qu'elle avait connues.
La confrontation près des range-vélos devint légendaire à Saint-Germain, non pas comme une bagarre, mais comme une leçon de dignité, de retenue et de la véritable signification de la force. Les élèves qui avaient autrefois regardé sans rien faire commencèrent à s'exprimer, inspirés par l'exemple de Léa. Léa avait découvert que l'héritage de son grand-père ne résidait pas seulement dans les sculptures qu'il avait réalisées, mais dans les valeurs qu'il lui avait inculquées. Elle avait appris que la vraie force ne vient pas de la capacité à infliger de la douleur, mais de la sagesse, de savoir quand une telle force est nécessaire, et du courage de l'utiliser seulement lorsque toutes les autres options sont épuisées. La fille tranquille, qui avait autrefois essayé de disparaître, était devenue quelqu'un qui se levait non seulement pour elle-même, mais pour ceux qui avaient besoin de protection. Elle avait appris que la plus grande victoire ne réside pas dans la défaite de ses ennemis, mais dans le fait de les inciter à devenir meilleurs qu'ils ne l'étaient.